un rapport de l'ANSES en novembre 2010 explique que 95% des régimes aboutissent à une reprise de poids supérieure au poids initial qui avait fait entamer le régime. C'est in fine, les régimes vous font grossir. AVS avec Philippe Robichon. Bonjour et bienvenue. Mon invité ce matin s'appelle Catherine Grangeard. Bienvenue Catherine. Bonjour, merci de me recevoir un lundi de Pentecôte. Vous êtes psychanalyste spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids depuis plus de 20 ans. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes co-autrice de La femme qui voit de l'autre côté du miroir et qui paraît en poche chez Erol. C'est un roman à 4 mains. Et j'ai appris en lisant votre roman que l'indice de masse corporelle, l'IMC, avait été modifié et revu à la baisse en 1999. Que s'est-il passé en 1999 ? Eh bien, les sociétés d'assurance américaines ont trouvé que les personnes qui étaient en obésité avaient une mortalité supérieure. Et ça les ennuyait énormément parce qu'il fallait débourser de l'argent. Donc, du coup, elles ont agi pour que les normes du poids normal, surpoids, obésité, mais par ailleurs également le sous-poids, bougent. Et ainsi, en une nuit, 35 millions d'Américains sont devenus obèses. Et parce que la norme avait changé, donc. Les normes avaient changé, l'IMC a bougé de 2 points. Donc l'indice de masse corporelle, qui est un rapport entre la taille et le poids de tout individu, est en fait un indice statistique. Et lorsqu'on l'utilise d'une façon médicale, eh bien il y a déjà une énorme erreur, parce que les statistiques, ça sert à savoir où la population se range. Ce n'est pas une prédiction médicale. Or, même les médecins l'ignorent et du coup, lorsque vous consultez, on attire votre attention sur le fait que vous êtes plus ou moins en obésité ou bien, peu importe dans quelle catégorie on vous range, de toute manière on vous range dans une catégorie statistique. C'est ça qui est vraiment compliqué. Ça ne tient pas compte de la masse musculaire, ni même des os. Et donc, du coup, il y a un réel problème dans cette avec catégorisation. Oui. Donc, en fait, cette norme est passée de 27 à 25. Donc, avant, il fallait 27 pour être en surpoids, quoi. Et maintenant, c'est 25, c'est ça ? C'est ça, oui. Désormais, entre 18 et 25, on est considéré dans un poids normal. Mais j'attire également l'attention des auditeurs sur le fait que le sous-poids a augmenté. Et donc, il y a plus de gens qui peuvent être en difficulté en raison d'anorexie, parce que les personnes ne s'alertent pas assez tôt. Oui. Mais c'est intéressant finalement cette histoire d'IMC parce qu'on en parle beaucoup et dans votre livre justement vous vous intéressez à ces arnaques, à ces coachings en ligne où on vous demande de rentrer votre taille de votre poids et on va calculer votre IMC et là vous dites que c'est le début de l'engrenage. Oui, c'est une arnaque exceptionnellement horrible parce qu'on ne va pas s'occuper de la personne. On va juste s'occuper d'un rapport entre un poids et une taille. Or, une personne, comme je viens de le dire, si elle est très, très développée musculairement, on prend un rugbyman, il va être considéré comme devant perdre de poids. Alors peut-être qu'il est que tout en muscles. Donc vous voyez, c'est absolument contestable. Et puis l'histoire de la personne, parce qu'a priori je suis pas médecin, je suis psychanalyste. L'histoire de la personne qui fait qu'on va compenser, par exemple, tous nos petits chagrins de l'existence par une petite douceur, eh bien ça, on ne s'en occupe pas. Or, parfois, il est drôlement nécessaire de se faire plaisir quand tout va mal. Et donc, vous voyez, il y a une approche centrée sur un seul des critères qui fait de nous des humains. Donc, vous, quelle approche et qu'est-ce que vous faites d'un IMC ? Pas grand-chose. Moi, lorsque les gens viennent me voir et me racontent quel est leur IMC, je les écoute, parce qu'après tout, ils viennent me voir pour que je les écoute. Mais en revanche, ce que je vais les amener à me dire ou à s'entendre dire, c'est qui ils sont, quelle est leur histoire, au-delà de leur poids, au-delà de leur questionnement
sur ce que le corps peut leur créer comme problème. Peut-être ce n'est qu'un symptôme, peut-être que ça veut dire tout à fait autre chose. Et nous allons nous intéresser à ce que ça peut vouloir dire d'autre. À travers votre roman, vous mettez en scène Lucie qui a 25 ans et qui, le jour de son 25e anniversaire, dit voilà, pour moi, c'est terminé les régimes. Elle est prof, donc elle a 25 ans. Elle pèse 90 kilos. Des régimes, elle en a fait des tas. Qu'est-ce qu'elle a pris comme décision, Lucie ? Eh bien, elle a entendu parler de chirurgie de l'obésité. Et en entendant parler de chirurgie de l'obésité, après des tas de régimes, parce que dans sa famille, nous voyons dans le roman qui est qui et ce qu'on lui a mis en tête depuis l'enfance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une mère qui est obsédée par son poids à elle et son poids à elle, sa fille. Donc finalement, c'est quelqu'un qui... Voilà. Mais par contre, qui a la ligne, si on peut dire. Exactement, elle a la ligne, sa mère. Et la petite Lucie... Ouais. Et son père est un sportif. Donc en fait, chacun... Il est aussi alcoolique. Oui. Il est aussi dans la dépendance de quelque chose. Cette petite Lucie a été élevée en pensant que pour une fille particulièrement, parce que pour son frère, il s'est passé autre chose, pour une fille particulièrement, rien n'est plus horrible que d'être grosse. Et donc, du coup, sa mère a cru bien faire de continuer ce qu'elle-même faisait pour elle, à savoir surveiller l'alimentation et essayer d'éviter à sa fille le pire dans l'existence que d'être grosse. Lucie, pour des raisons X que nous découvrons dans le roman, a essayé, elle, d'obtenir une certaine liberté de sujet et donc à manger ce qu'elle voulait. Malheureusement pour elle, un peu trop. Et du coup, elle s'est pris des tonnes de réflexions, ce qui a fait qu'elle compensait encore plus, etc., etc. Donc Lucie, 25 ans, elle se dit, voilà, moi la chirurgie de l'obésité, c'est ma solution, parce qu'après tous ces régimes qui ne marchent pas, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Lucie qui le dit, c'est un rapport de l'ANSES en novembre 2010 qui... L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité, machin, et qui explique que 95% des régimes aboutissent à une reprise de poids supérieure au poids initial qui avait fait entamer le régime. Et vraiment, vous trouvez ça sur Internet, vous trouvez ça dans mon livre, mais c'est indubitable. Et donc, c'est in fine, les régimes vous font grossir. Au début, vous perdez du poids et après, vous en reprenez plus que vous n'en aviez avant d'entamer le régime. D'ailleurs, il y a une blague chez les obèses qui est tous les régimes font grossir, la preuve, on en a tous fait. Donc, là, tout le monde s'esclaffe. Donc... vous n'entendez pas les gens, mais tout le monde rit. Et donc, du coup, elle décide la chirurgie de l'obésité. Alors, la chirurgie de l'obésité, ça peut marcher, ça peut être intéressant. Peut-être, je vous dirais qu'il y a quand même 40% d'échecs. Mais en tous les cas, il y a un protocole que la HAS, Haute Autorité de Santé, impose, à savoir visite chez une diète et chez un psy ou une psy. Ouais. Là, elle a beaucoup de chance parce qu'elle tombe sur une super psy qui va certainement pas lui signer un accord après un seul rendez-vous, parce que évidemment vous pourriez me dire mais ça n'existe pas. Bah si, ça existe malheureusement. Des gens qui, voilà, vous n'êtes pas dans la maladie mentale, vous n'êtes pas dépendant de l'alcool, de drogue illicite, etc. Je vous signe votre truc. Eh bien là, elle a de la chance parce qu'elle a une psy qui lui dit mais parlez-moi de vous. Et qui dit qui êtes-vous ? Voilà. Et qui lui pose cette question. Donc elle redoutait cette rencontre avec la psy. Finalement, c'est autre chose qui va se jouer et d'autres portes qui vont s'ouvrir. J'espère que d'autres portes vont s'ouvrir parce que finalement, elle n'est pas super contente que la psy lui signe pas le doc qu'elle voulait. Mais elle revient parce que peut-être ça l'a quand même un peu interpellée quelque part. Et donc, elle a décidé que peut-être les questions posées pouvaient avoir du sens. Et elle revient un certain nombre de fois et on suit notre héroïne dans les démarches. Elle revisite un peu son existence. Et son enfance, notamment du moment où tout ça a commencé, en tout cas la prise de poids. À un moment donné, elle dit... et c'est un petit peu la demande qu'elle a autour de l'opération, je veux juste être normale. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un poids normal ?
C'est le poids qui nous va. Le poids normal, c'est le poids dans lequel on est bien dans sa peau. C'est un poids qui ne nous crée aucun problème physique, mais en même temps psychique. Et donc, la normalité, vous savez, vraiment, moi, je l'interroge en permanence. Est-ce que c'est la normalité, quelque chose qui n'est pas pathologique ou qui est le résultat de conceptions normatives et en l'occurrence, comment on fabrique des conceptions normatives, comment on dit que ceci est normal ou pas normal. Donc, vous voyez, c'est tout ça que j'ai besoin d'interroger avec quiconque voudrait savoir quel est son poids normal. À un moment donné, elle est invitée chez son nouveau voisin de palier qui pense à crémaillère et elle découvre dans cette soirée qu'il y a beaucoup de gens qui sont très différents. Il y a des grands, il y a des gros, il y a des petits, il y a des jeunes, il y a des vieux. Et elle réalise que finalement, le regard qu'on porte sur le poids, c'est d'abord une question de représentation. Oui. Alors, le voisin qui s'appelle Kamel est super sympa, super beau. Elle a flashé sur lui dans les espaces communs de son immeuble. Et elle qui vit plutôt isolée, elle qui a une vie un peu phobique, où elle a peur du regard des autres, eh bien, elle s'en libère lorsqu'elle voit, par exemple, la sœur de Kamel, qui est grassouille, mais qui le porte hyper bien, qui a sa mini-jupe, qui se moque pas mal de ce qui est possible de porter à tel poids, ou bien un tel âge. Et donc, du coup, grâce à cette soirée, elle se sent mieux dans sa peau. Et quelque chose vacille dans ses bases, dans ses convictions. Et c'est peut-être ça qui est super intéressant, parce que quand le titre dit « La femme qui voit de l'autre côté du miroir », qu'est-ce que je veux dire ? Eh bien, derrière le miroir, derrière l'image que l'on observe, il y a les mots qu'on a entendus dans une vie, il y a tout ce qu'on a pu dire de nous, et il y a aussi tout ce qu'on entend socialement dans les médias, tout ce qu'on lit dans les magazines. Il y a tout ça derrière le miroir. En ce moment, il y a une pub qui revient beaucoup à la télévision, notamment pour une célèbre marque qui fait perdre du poids, et notamment sur les questions d'IMC, hein, et donc qui matraque ce message. Sur je ne connais pas la pub. Vous ne connaissez pas ? Ça s'appelle Comme j'aime. Oh ! Mais bien sûr. Alors vous savez que voilà. Et alors ça c'est matraqué à longueur de journée. Hein. Oui. Ils doivent gagner beaucoup d'argent pour pouvoir dépenser autant d'argent en pub. Et c'est là. Il faut le dire, hein, le marché de la perte de poids, c'est un business de plusieurs milliards. 4 milliards par an. D'euros en France. En France. Ouais. Chaque année. Parce que chaque année au printemps, là, ça va démarrer. Ça démarre sans doute. Là, sans doute. On y est là. C'est Body Beach, c'est préparer son corps pour aller à la plage. Parce que si vous vous dessapez à la plage et que vous avez des bourrelets, il paraît que ça fait indécent. Et donc, du coup, il faut perdre un peu de poids pour pouvoir être bien dans sa peau. Vous voyez, c'est ça qui crée de l'obésité. Moi, je parle de fabrique de l'obésité en permanence parce que... Alors, expliquez-nous comment ce genre de discours crée de l'obésité. Pour être bien dans sa peau, il faut de l'intérieur, quand on se regarde, se dire ce petit maillot de bain ou cette petite robe ou ce petit, je sais pas quoi, t-shirt me va très bien. Or, lorsqu'on vous matraque, comme vous l'avez dit, que c'est pas présentable, votre corps, parce que par rapport aux normes qui sont définies par des médias, des podiums de mannequins ou des sites, eh bien, quelque chose de vous n'est pas correct. Mais par exemple, sur Instagram, c'est un peu ambivalent, parce que d'un côté, vous avez des tas de gens qui se présentent sous leur meilleur jour, et il y en a d'autres qui sont là à dire body positive, qui sont là à dire mais regardez comme mes formes me vont bien, et etc., etc. Donc vous voyez, il y a un contrepoint qui a été pris, parce que ce que je raconte, il n'y a pas que moi qui le pense, Dieu merci, il y a tout un tas de gens qui
remettent en question des normes, qui les interrogent. Vous voyez, remettre en question, c'est interroger. Est-ce que moi, vraiment, j'ai envie de jouer dans les vagues, de plonger, de bronzer, ou est-ce que c'est uniquement ce regard que je porte sur moi, donc fabriqué par des normes, qui est important. Je dis souvent également, le regard fait le beau. Vous voyez, c'est dans les deux sens que c'est à comprendre. C'est le regard qui construit le beau. Si vous me regardez avec énormément de bienveillance et de désir, je vais évidemment me sentir très bien dans ma peau, alors que si je suis transparente et invisible à vos yeux, ou si j'y lis du dégoût, eh bien, je me sens très mal. Et c'est pour ça que Lucie, à la soirée chez son voisin Kamel, s'est sentie hyper bien. Parce que tout le monde avait un regard désirant, sans être pour autant quelque chose de malveillant et d'objectisant. Et c'est ça la difficulté dans le regard. C'est comment, à un moment donné, vous voulez rester sujet, et surtout les femmes veulent rester sujet, tout en étant considérées comme désirable. C'est vraiment, on est sur le fil du rasoir, et c'est ça qui est le plus important, je crois. Alors ce roman, pour moi, c'est une trilogie. Hein. J'ai écrit 2 essais au préalable sur les questions d'obésité, et là, c'est un roman très grand public, coécrit avec Daphné Leportois, qui est une jeune journaliste, parce que il est question de faire le point sur où nous en sommes au niveau de la chirurgie de l'obésité. Je crois que c'est le seul roman sur la chirurgie de l'obésité. C'est vrai que c'est la période où tout le monde se demande comment perdre un peu de poids avant les vacances d'été. J'ai invité ce matin Catherine Grangeard, qui est psychanalyste et qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids depuis plus de 20 ans et qui publie un roman à 4 mains qui s'appelle La femme qui voit de l'autre côté du miroir, et c'est Lucie, c'est l'histoire de Lucie qui veut faire une opération bariatrique et qui y renonce, d'ailleurs. Pourquoi vous le dites ? Non, ou pas, je sais pas. C'est Pourquoi vous dites ce qui va se passer ? Parce que quand on lit le roman, on sait qu'elle va faire du yoga. On se pose des tonnes de questions sur la décision qu'elle va prendre. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que chaque personne puisse s'identifier à ce personnage principal et se poser des questions sur une décision à prendre. Vous venez de dire, les gens se disent, il va peut-être faire beau, il y aura peut-être des vacances, on va peut-être aller à la plage. Voilà. Et moi, malgré tout ce que dit Catherine Grangeard, extrêmement intéressant ce matin, j'ai quand même envie d'être un peu plus mince parce que je me sentirais... d'y croire. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai envie d'y croire et je me sentirais mieux dans ma peau. Ça, je le sais bien. Qu'il y a bon, je sais bien, mais quand même. Et on est tous comme ça. On a envie d'y croire. Les marchands d'illusions, ils marchent toujours sur ça. Sur cet espoir que quand même, ce rêve que ça pourrait être vrai. Et puisque nous fonctionnons comme ça, vous, moi, tout le monde, on a toujours envie d'y croire. On a toujours envie que ce soit possible. Et que la nouvelle poudre de perlimpinpin, eh bien, vantée par des gens connus qui se font payer extrêmement cher, comme je veux pas me faire de faux amis, je vais pas dire qui. On ne donnera pas le numéro de portable de ceux qui ont voilà. Des chèques. Mais si on nous contacte en messagerie privée, ok. Ouais. Et donc du coup, puisqu'on a humainement cette envie d'y croire, puisque c'est psychiquement comme ça qu'on fonctionne, et sinon il n'y aurait pas d'histoire d'amour, ni avec un objet quel qu'il soit, la nourriture, l'alcool, le shit, n'importe quoi, ou une personne, il n'y en aurait pas d'histoire, on ne se mettrait pas en dépendance, la raison prendrait le dessus, mais non, on a envie d'y croire, parce que cette partie de nous-mêmes, eh bien, elle est hyper forte, mais pourquoi pas ? La seule chose, c'est qu'il ne faut pas confondre santé et beauté. C'est ça qu'on nous dit finalement. Aujourd'hui, on nous dit être obèse ou être en surpoids, c'est mauvais pour la santé. En tout cas, c'est un signe de mauvaise santé. Mais c'est pas faux. L'obésité peut amener à des problèmes de santé, mais peut amener, pas obligatoirement. Et puis, c'est pas parce que vous êtes en léger surpoids que vous deviendrez obèse. Vous connaissez Catherine Flegal ? Non.
c'est une chercheuse américaine qui a fait une méga étude. Une méga, ça veut dire qu'elle a pris des données mondiales et elle a croisé. Et ça fait au moins 15 ans qu'elle les a fait. Et ces études montrent que c'est faux, que la santé ne correspond pas au poids normal. Qu'il y a des gens... C'est pas corrélé. Pas de corrélation. Qu'il y a des gens qui sont dits en surpoids par leur IMC et qui vont extrêmement bien. Parce que pourquoi ? Si un jour il y a un Covid qui se balade dans le monde et que vous perdez du poids parce que vous êtes malade, ou un cancer, ou je ne sais trop quoi, un deuil, un chagrin d'amour, n'importe quoi, eh bien quand vous êtes un petit peu rondouillard, vous avez de la réserve, alors tant mieux. Mais en revanche, si vous êtes maigrichon, eh bien vous n'aurez pas de réserve. Et là, ça va vous poser des problèmes. Donc, moralité, oui. C'est faux. Et Catherine Flegel, je vous invite à regarder qui elle est, je vous invite à creuser ces sujets et pas simplement à écouter la petite voix qui vous dit « Ouais, je sais bien, mais quand même, moi j'ai envie pour aller à la plage de pouvoir être un peu plus mince parce que je suis mieux dans ma peau. » Mais non. Vous voyez, il y a quelque chose sur cette petite voix, on peut en parler ensemble. D'accord, mais plus de poids, c'est plus de maladies cardiovasculaires, c'est plus de cholestérol, c'est plus de diabète. Mais ça quand même, il faut déjà être en obésité. Vous pouvez être en surpoids et ne jamais passer en obésité. C'est faux. Voilà, la question que je me pose par rapport à l'étude de Catherine, c'est de savoir si les personnes qui ont un indice de masse corporelle supérieur, on va dire à 27, ont plus de chances aujourd'hui d'être malades que les autres. Elles n'ont pas plus de risque d'être malades que les autres, c'est faux. En revanche, des personnes en obésité qui font un IMC plus de 40, oui. Mais vous avez entendu ? Entre 25 et 40, attendez, il y a un petit peu de marge quand même. Et là, les gens ont tout le temps de se dire mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais comme ça ? Pourquoi chaque fois que ça va pas, je m'enfile une plaquette de chocolat ? Pourquoi chaque fois que ça va pas, je fais un tour dans mon placard ou mon frigo ? C'est là où on a le temps de se poser des questions et de venir voir des gens comme moi on va réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vous voyez, moi, je pense que les sites qui vous proposent à 23h, quand vous avez le moral à zéro et que vous êtes chez vous en train de tourner en rond comme une bête, eh bien là, ouais, vous cliquez, ça vous coûte que 29,99 € par mois. Et c'est ça l'arnaque. Parce qu'on va vous dire qu'en quelques mois, quelques jours, quelques semaines, parce que votre malheureux IMC, j'allais dire un mot vulgaire, votre malheureux IMC, il est supérieur à ce qu'il devrait être. Mais venez donc voir des gens comme moi qui vont rien vous promettre, certainement pas en 8 jours de perdre du poids, mais qui vont réfléchir avec vous. Pourquoi, quand vous tournez en rond comme une bête à 23h tout seul dans votre appart, eh bien là, vous avez recours à des sites qui vous promettent monts et merveilles. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi vous allez croire les marchands d'illusions ? C'est ça qui est important. Parce qu'on a envie d'y croire. Parce qu'au fond de nous, il y a quelqu'un qui dit « Je sais bien, mais quand même ». Et moi, c'est ça que je travaille. Pourquoi nous avons toujours quelque chose qui peut nous faire oublier notre raison, et dans tous les domaines, que ce soit dans des domaines de physique, de psychique, de politique, dans n'importe quoi. Vous prenez en charge le surpoids et l'obésité de la même façon, ou il y a quand même une différence ? Il y a des différences pour tout. Je ne prends jamais en charge le surpoids, l'obésité, je prends en charge une personne. Et quel que soit son symptôme, eh bien moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. C'est tout ce qu'elle a derrière son miroir. Je prends en charge des anorexiques et je prends en charge des gens de poids tout à fait normal. Vous voyez, c'est pas leur IMC, je leur dis pas mettez-vous sur la balance, j'en ai pas. Mais en revanche, la personne qui vient me raconter qu'elle a une difficulté, peut-être avec la bouffe, peut-être avec l'alcool, peut-être avec ce qui se fume, ce qui se sniffe, moi j'en sais rien. Moi, c'est une personne qui vient me rencontrer. Oui, sauf que vous êtes spécialiste des personnes... Pas que. Je suis spécialiste des personnes en obésité parce que je participe à des équipes de chirurgie, parce que j'ai écrit des livres, parce que tout ça. Mais je suis une psychanalyste de banlieue, moi. Je suis installée en banlieue parce que je l'ai souhaité, désiré, et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que quand les gens voient ma plaque dans la rue, ils se disent, tiens, pour le problème de mes gosses ou de mon couple ou de je sais pas quoi, je monte chez elle et je vais aller voir si elle peut m'aider. C'est ça qui m'intéresse. C'est la pluralité des personnes qui viennent pour tout un tas de trucs. Donc oui, j'ai la moitié de ma patientèle qui est en question de poids, mais toute l'autre moitié, pas du tout.
Alors, qu'est-ce que vous dites alors, si c'est pas une prise en charge des questions de poids, qu'est-ce que vous préférez comme on va dire, comme expression pour vous? Je prends en charge une personne. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une personne comme Lucie qui vient me dire « Madame, je voudrais faire une chirurgie de l'obésité », je lui réponds « Oui, ok, parlez-moi de vous ». Parce que je lui précise qu'on n'opère pas un estomac, on opère une personne. Comment on prend, alors je vais mettre en guillemets, en charge ces questions de rapport avec la nourriture ou de poids de façon efficace et j'ai envie de dire durable, parce que perdre 4, 5, 6, 7 kilos, on va dire que tout le monde l'a peut-être déjà fait ou tout le monde peut le faire. Le problème, c'est justement, c'est de façon durable et éviter cette reprise de poids qui arrive derrière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire le deuil de perdre du poids et s'accepter d'abord comme on est, au poids où on est, ou alors c'est autre chose qui se joue? Ça va dépendre des personnes. Il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids pour commencer à, entre guillemets, travailler sur elles. Et donc, ces personnes, moi je travaille beaucoup en réseau, ces personnes vont soit aller voir une diététicienne, soit poursuivre leur process de chirurgie de bariatrie, et puis il y en a plein qui se font opérer aussi. Mais simplement, la question, si elle se résume à une question de poids, c'est qu'on prend juste un petit bout d'une personne, comme n'importe qui vient me voir parce qu'elle a soi-disant tel problème. Mais il n'y a pas que ce problème dans sa vie. Personne ne se définit par une seule de ses facettes. Et donc, la question... Les gens peuvent vous dire, je suis trop grosse ou je suis trop gros. Ah ben bien sûr, ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils sont trop gros. Puis il y en a parfois, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire, en aucun cas. D'abord, je ne vais pas contrarier les gens, c'est pas mon genre. Mais en revanche, vous êtes peut-être trop gros, mais à part ça, comment ça va? Ah, vous avez aussi un problème de couple. Il se passe quoi dans votre couple? Ah, vous avez aussi, je sais pas quoi. Ok, au boulot, ça se passe très mal. Il y a du harcèlement, il y a je sais pas quoi. Les gamins, ah, vous avez envie de les balancer par la fenêtre. Bah, ok, vous habitez à quel cas, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, on va regarder ensemble la globalité de l'existence. Et c'est parce qu'on regarde ensemble que ça commence à être efficace. Vous croyez que ça fait 20 ans que j'aurais des gens qui viennent me voir pour des histoires d'obésité, si c'était pas efficace? Eh bien, vous voyez, je pourrais moi aussi faire comme j'aime et faire de la pub avec des gens qui diraient « Ouais, j'ai été voir Madame Grangeard et c'est vraiment génial. » Vous voyez, c'est quand même curieux de voir l'immédiateté que recherchent les gens. Alors, chers auditeurs, si vous voulez aller sur la plage, eh bien, moi je trouve que vous avez raison. Allez sur la plage, jouez avec les vagues, jouez à bronzer, faites tout qu'est-ce que vous voulez. Vous avez raison. Puis peut-être aussi, si vous avez envie de perdre quelques kilos, eh ben, il faut supprimer certains trucs. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Si vous voulez perdre du poids, il y a dans votre raison les connaissances qu'il vous faut pour y arriver avant tout à l'heure l'été. Hein? Vous savez qu'il ne faut pas vous goinfrer de trucs, mais si vous ne pouvez pas résister, alors venez me voir. Puis là, on comprendra pourquoi vous ne pouvez pas résister. Lisez La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Et là, vous verrez pourquoi Lucie, à 25 ans, elle est en IMC qui exige, d'après elle, une chirurgie de l'obésité. Vous verrez ce qui se passe dans votre propre vie, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et mon invitée s'appelle Catherine Grangeard, elle est psychanalyste et elle est spécialisée dans l'accompagnement, entre autres des personnes en surpoids. Vous êtes sexperte aussi, mais on en parlera plus tard. Vous êtes co-autrice de La femme qui voit de l'autre côté du miroir, qui vient de paraître en poche aux éditions Erol. Vous dites que finalement, on ne peut pas traiter l'obésité et le surpoids que sous l'angle médical. Oui, bien sûr. C'est absolument impossible parce que n'importe quoi qui concerne une personne concerne la globalité de cette personne et donc si on ne s'intéresse pas à qui elle est, eh bien ça ne va pas fonctionner. Même la chirurgie de l'obésité qui vient tailler dans un corps, puisque vous savez que les sleeves, on coupe les 2/3 d'un estomac
pour qu'il soit rétréci et plus petit. Ou alors, les bypass, on fait une dérivation entre l'estomac et l'intestin pour éliminer beaucoup plus vite. Même ces interventions, et toutes catégories d'interventions confondues, ont 40% d'échecs. Et quand on parle d'échecs, c'est à l'égard de la perte de poids. Il y a reprise de poids ou alors pas assez de perte de poids. 40% d'échecs, c'est absolument considérable. Là où il devrait y avoir 2 ou 3 petits pourcentages d'échecs, voilà. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que perdre du poids, qui avait été considéré comme quelque chose d'absolument essentiel, pour utiliser un adjectif à la mode, eh bien, ça n'a pas suffi à rendre heureux. Une étude américaine prouve qu'il y a plus de suicides pour la population qui a réussi à perdre l'excès de poids. Parce que c'est terriblement angoissant de se rendre compte que finalement, non, c'était pas le poids qui rendait si malheureux dans l'existence, mais c'était autre chose qu'on a de nouveau à confronter dans sa vie. Tous les espoirs avaient été portés sur cette perte de poids et il s'avère que ce n'est pas suffisant pour être heureux. Donc vous voyez, c'est tout ça qui est grave. Il y a les séquelles que ça peut laisser au niveau du corps. Absolument. Donc parce que ceux qui passent à l'opération ne sont pas toujours contents de ce qu'ils voient. Alors, il y a des personnes qui vont dire, et quand même il faut le dire, que c'est formidable, que c'est une renaissance, pour utiliser une expression d'une émission de télé absolument scandaleuse sur le sujet. Que c'est une renaissance. C'est l'émission qui était sur M6, vous voulez dire ? C'est elle dont je suis en train de parler, de dire le plus grand mal. Eh bien, il y a des gens pour qui c'est une renaissance. C'est vrai. Parce qu'il y a aussi des réussites dans la chirurgie de l'obésité. Il y a aussi des gens qui ont été accompagnés et qui ont fait tout ce travail que je propose à Lucie dans ce roman, de voir pourquoi et de voir comment, de voir ce rapport au corps, ce rapport à l'alimentation. Eh bien, si c'est fait, on peut se débarrasser d'un symptôme. C'est tout à fait vrai. Et donc, c'est une aide, la chirurgie de l'obésité. Il ne faut pas croire que c'est absolument une catastrophe. Mais il faut que ce soit pris dans la globalité de l'être humain. Or, il y a trop de gens qui pensent que, ok, ouais, bon, d'accord, on va aller la voir 3 fois, la psy, parce que comme ça, elle nous signe notre papier. Et puis après, basta, c'est fini. Et vous voyez, c'est ça que je veux ici, ce matin, démontrer. C'est que puisqu'on intervient sur votre rapport au corps, votre rapport à l'alimentation, il ne faut pas prendre ça uniquement du point de vue médical et chirurgical. Lucie, l'héroïne de votre roman, a commencé à marquer le chiffre de son poids quand elle est encore une petite fille. Oui. Et l'évolution. Alors comment est-ce qu'elle passe d'une petite fille heureuse qui de toute façon se moque du poids qu'elle fait et qui joue à subitement celle qui va noter régulièrement son poids et très scrupuleusement d'ailleurs sur son Tiens, c'est marrant, vous avez dit le mot jouer. Alors les poupées Barbie. Les poupées Barbie. Je parle de la plage, je ne parlais pas de la poupée Barbie. Non, mais moi je vous parle de la poupée Barbie. Parce qu'à partir de 4 ans, désormais, on croit bien faire en offrant une poupée Barbie aux petites filles. Au secours, ne le faites plus. Voilà un conseil. Vous vouliez des conseils, en voilà un. Ne fabriquez pas d'obésité à cause de Barbie. Pourquoi ? Parce que Barbie, elle est longiligne et elle a les formes que la petite fille n'a pas. Alors que la poupée classique, elle est très asexuée et elle a des petites joues bien rondouillardes. Donc, la gamine, elle se fabrique des complexes à cause de Barbie. Jetez les Barbies à la poubelle. Pourquoi faire des complexes aux gamines ? On sait que les petites filles, à partir de la puberté, vont avoir au niveau physiologique quelque chose qui change. Les hanches s'arrondissent et elles stockent un peu de gras. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les femmes portent les enfants. Et donc, du coup, elles stockent à partir de la puberté. Mais comme les petites filles, elles ont en tête que pour être bien, il faut être comme Barbie, maigre et longiligne, eh bien, elles se mettent à partir de 11 ans au régime, plus toute la société qui dit que. Donc, vous voyez, tout ceci nous fabrique des images que je dis introjectées, c'est-à-dire qu'on les a à l'intérieur sans même y réfléchir, pour définir ce qui est le beau.
Hein, c'est le regard qui fait le beau. Si on se regardait autrement, eh bien, on se trouverait très joli à 11 ans et on ne noterait pas nos prises de poids. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le beau, c'est d'être mince ? Les médias, les défilés de mannequins qui sont anorexiques, tout ceci fait ça. Il y a, je ne sais pas combien d'années, Marilyn Monroe était considérée comme la femme la plus belle de la planète. Pourtant, de nos jours, elle serait grassouille. Elle avait des formes, oui. Et ben voilà. Et donc, vous voyez, ensuite, il y a quelque chose qui a évolué. La belle nana, c'est quelqu'un d'autre. Et vous voyez, je parle beaucoup au féminin, parce que ce qui est sur le corps des femmes ne l'est pas sur le corps des hommes. Ça commence. Un peu les métrosexuels, mais quand même, les mecs, ils ont droit à être costauds. Et donc, du coup, ils se font moins embêter aussi. Ouais, enfin, aujourd'hui, vous avez des gars torse nu pour vendre des voitures. Quelle égalité. Non, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le corps de l'homme aussi est devenu un objet pour vendre des... Mais bien sûr. Alors, vous savez pourquoi dans ce bouquin, je dois expliquer quand même, parce que j'adore Edward Bernays, qui est le maître du marketing. C'était aussi un double neveu de Freud, Sigmund, parce que par sa mère et par son père, enfin bref, double neveu, tout le monde a compris. Eh bien... non. C'est que quand on dit tout le monde a compris, personne, en général, il faut traduire, personne n'a compris. Vous savez, arbre généalogique. Donc un neveu vient parce que dans la famille du père, un neveu vient parce que dans la famille de la mère, voilà, double neveu. Ok. Donc Bernays, le plus important, c'est pas qu'il soit double neveu, c'est le fait qu'il avait compris ce que racontait l'oncle Freud. C'est que dans l'inconscient, le sexe, ça fait vendre. Dans l'inconscient, il y a quelque chose qui est chez tous les êtres humains avec le sexe et la violence. Il y a deux choses qui sont extrêmement présentes chez nous tous. Et donc, du coup, en mettant un mec torse nu, désormais, on a compris que les femmes qui achetaient des voitures, elles-mêmes vont flasher sur le beau gars, alors que pendant tout un tas d'années, c'est pour ça que j'ai dit bonjour l'égalité, tout un tas d'années, c'était les hommes qui achetaient les voitures, et donc on mettait que des nanas pour donner envie de la voiture. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt parler des carburateurs, des pneus, de je sais pas trop quoi en mécanique, qui ferait que la voiture nous paraîtrait pleine de qualité. Qu'est-ce qui fait que les sociétés aujourd'hui sont devenues grossophobiques ? Ouais. La grossophobie, c'est quelque chose d'hyper important. La phobie, c'est d'avoir peur. Et donc, quand on vous présente que le pire sur Terre, c'est d'être gros, vous ne pouvez pas regarder les gros. Je les utilise évidemment avec des guillemets. Dans ma bouche, c'est tout, sauf une insulte. Vous ne pouvez pas regarder les gros sans avoir une crainte de devenir comme. Et même dans les professions médicales, ça existe. Donc, il y a plein d'études qui montrent que les femmes... Il y a une maltraitance de la part du personnel médical. Voilà, c'est ça. Il faut être clair. C'est ça. Donc, je reste sur la grossophobie. La crainte, la phobie de devenir quelque chose qu'on craint pour soi-même. Mais ça fait qu'on regarde différemment les gens qui sont gros lorsqu'ils poussent un caddie au supermarché que n'importe quel autre. On regarde ce qu'ils ont dans leur caddie avec un air de reproche. Il y a quelque chose d'introjecté. Je vous ai dit introjecté, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur de soi. C'est le contraire de la projection, c'est ce qu'on met à l'extérieur de soi. Donc, par rapport à soi-même et ce body beach et cette horreur d'aller à la plage avec nos quelques kilos de trop. Vous voyez, on a, par rapport à nous-mêmes, puisqu'on n'aime pas nos petits bourrelets, et je crois qu'on est tous comme ça, y compris moi qui vous parle, eh bien, on a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on a un regard négatif sur ce qui n'est pas dans la norme. Norme, non pas normal, inverse de pathologique, mais norme égale normatif, créé par des normes de toutes pièces. Donc, vous voyez, c'est ça la grossophobie.
Et donc, c'est entré au dictionnaire quand même comme étant une discrimination inacceptable. Et donc, c'est même condamné par la loi. Si vous allez vous présenter à un poste et qu'on vous dit « Non, vous ne pouvez pas être hôtesse d'accueil, madame, parce que vous êtes trop grosse », c'est interdit par la loi. C'est une discrimination en raison du physique. On ne vous le dira pas, mais vous ne serez pas prise ou vous ne serez pas pris parce que vous êtes trop gros. Voilà. Soit on ne le dit pas, soit on le dit de temps en temps parce qu'il y a aussi des imbéciles. Pourquoi on parle finalement du surpoids et pas de la maigreur? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une journée mondiale de la maigreur? Alors pourquoi la maigreur n'est pas vue de cette mauvaise façon que le surpoids? C'est toujours en raison des modèles qui sont proposés, parce qu'à la fois les médias sont le reflet d'une société et en même temps donnent des modèles. Sur les podiums de mannequins, la loi a été obligée de légiférer comme quoi les mannequins n'avaient pas le droit d'avoir un IMC inférieur à 18 pour défiler. Je ne sais pas si vous savez le pire, mais c'est que les nanas, juste avant de se peser, mangent, et puis après, une fois que la pesée est faite, elles vont vomir. Et donc, les mannequins, même s'il y a 2-3 marques qui font défiler des mannequins qui seraient, disons, normales, la plupart font encore défiler. Mais regardez les photos dans les magazines, c'est affligeant. Il y a la taille moyenne en France d'une femme, vous savez, c'est quelle taille? 1m66. Non, je parlais des vêtements. 34, 36. La taille moyenne des Françaises, non, c'est 42. Et on achète des pantalons de taille 42. C'est la moyenne, c'est-à-dire oui, donc là, la moyenne. Ouais. Voilà. Donc, lorsque vous avez en tête 34-36, ça, c'est les défilés de mannequins. Vous voyez, ça, c'est les défilés de mannequins. Plutôt 32, moi. 32. Ouais. C'est déjà 32 vraiment, et là, elles sont dans les services hospitaliers tout de suite. Non, vous voyez, entre 34-36 et la taille moyenne d'une Française, 42. Donc, vous imaginez le nombre de complexes que la majorité des femmes qui nous écoutent là ce matin ont, parce qu'elles sont d'une taille normale, 42, et on leur vend du 34-36. Vous allez en boutique, vous ne pouvez pas acheter un vêtement un peu mode si vous êtes en taille 50. Ça n'existe pas. Et donc, vous voyez, c'est ça la grossophobie au quotidien. C'est de rentrer dans une boutique, vous dites à la vendeuse, je voudrais une taille 48, et elle vous regarde, ah non, madame, ici, nous n'avons pas. Il y a même une marque de vêtements sur les Champs-Élysées qui avait fait comme pub que chez eux, il n'y avait pas au-dessus du 38-40. Mais vous vous rendez compte, le mépris de la grande majorité? Et pourquoi on ne parle pas autant d'anorexie? Vous voyez, c'est aussi pour ces raisons-là, parce qu'il y a quelque chose qui fait partie du rêve collectif que d'être comme ces mannequins grassement payés, qui sont extrêmement à la limite de l'anorexie. Lorsque vous connaissez des anorexies et que vous savez à quel point elles sont en difficulté, la majorité des anorexiques sont des femmes, c'est pour ça que je le dis au féminin, et comment elles ont démarré dans cette carrière d'anorexie, c'est en commençant des régimes, parce qu'elles avaient horreur du gras. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant dans ces normes véhiculées par les médias. Et même à notre corps défendant, nous les avons en tête. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'on essaie pour la plage de perdre du poids. Et c'est pour ça que c'est grave. Et ce sont ces modèles qui fabriquent de l'obésité. Voilà, la fabrication d'obésité passe par là. Pas que, hein. On sait que la nourriture pas chère est une nourriture qui va faire grossir. On sait que la calorie maigre est plus chère que la calorie grasse. Mais vous voyez, quand on superpose la carte de la précarité et la carte de l'obésité. Oh, c'est incroyable. Elles vont bien ensemble. Vous voyez, tout ça, il faut quand même aussi le dire. C'est un modèle
qui correspond à une frange de la population favorisée. Tout ça est extrêmement important à savoir lorsqu'on rêve d'être mince. Catherine Grangeard, je rappelle le titre de votre roman qui vient de sortir en poche, La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Donc vous êtes co-autrice, on va citer votre co-autrice. Daphné Le Portois, et on est chez Erol. C'est cette fois-ci en poche. Il y a 2 ans, c'était en édition plus grande. Et c'est vraiment un roman grand public qui fait un peu la synthèse des connaissances sur la question. Et c'est pour ça que je pense qu'un poche, c'était important. Voilà, ça donne accès au grand public. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est moi qui vous remercie.